Vous pouvez commencer maintenant, René. Désolée pour les difficultés avec la technologie. Vous pouvez juste commencer maintenant et les autres participants peuvent chercher le lien dans le chat ou le Q&A, si possible. Là, on a combien de personnes avec nous? On a seulement moi et Mariette et Erika. Alors, c'est seulement 3 personnes maintenant. Okay, parfait. Ouais. Mais on fait ça pour les 3 personnes qui sont là. Parfait. Avec plaisir. Écoutez, on va faire ça plus court que prévu, comme il y a eu des petits problèmes techniques. Vous voyez que le sujet, c'est créer, développer et renforcer la santé mentale et influencer les politiques publiques. Alors, je trouve que les conférences de ce matin ont vraiment permis de créer, développer la santé mentale, et les petits problèmes techniques nous la fragilisent un peu, mais on relève des défis et c'est un défi assez constant pour plein de personnes dans le cas de la COVID actuellement. Je veux dire un gros merci à l'Institut d'été de m'avoir invité pour vous parler de notre campagne annuelle de promotion de la santé mentale. Je ne connais pas les personnes qui sont là, mais peut-être vous en avez déjà entendu parler ou pas. Alors, ça va me faire plaisir de vous expliquer qui on est, ce qu'on fait. Le mouvement Santé mentale Québec d'entrée de jeu, c'est un regroupement d'organismes communautaires en promotion, prévention en santé mentale. On a plus de 65 ans d'histoire. Notre objectif, c'est vraiment la promotion de la santé mentale. Et un de nos moyens, c'est d'avoir une campagne annuelle de promotion de la santé mentale avec des milliers de relayeurs qui travaillent avec nous. Et notre slogan, c'est « Tous ensemble pour une bonne santé mentale ». Ici, ça vous permet de voir qu'on a des groupes un peu partout à travers le Québec. On ne couvre pas toutes les régions, mais c'est nous, le mouvement, qui couvre les régions qui ne sont pas couvertes par nos groupes membres. Moi, je travaille dans le communautaire depuis presque toujours. J'ai eu une pratique en psychothérapie aussi. Et la promotion, prévention en santé et l'intervention dans le communautaire a fait partie de ma vie depuis toujours. Alors, les objectifs de l'heure du 45 minutes, on va faire ça vite. Il y a des éléments que je vais passer plus vite que prévu. C'était un élément qui a été beaucoup abordé ce matin, c'est reconnaître que la santé mentale a été influencée par tout ce qui nous entoure. Ça a été abordé par Marie-Claude Roberge, par les intervenants autochtones qui ont une vision assez holistique de la santé mentale, de comprendre le concept de santé mentale positive que vous connaissez peut-être déjà, et notre campagne, vous en parler, et de voir comment c'est tous ensemble qu'on crée une pratique. C'est une pratique essentielle, mais qui n'est pas toujours facile. D'abord, la santé mentale, c'est quoi? Bien, je vous dirais que ça, c'est un défi qu'on a tout le temps, et dans notre campagne annuelle, dans les conférences qu'on fait, dans nos interventions, on pose la question, pour vous, la santé mentale, c'est quoi? Et la plupart du temps, ça doit être la même chose pour vous. Ce qui vient dans la tête des gens, c'est la maladie, c'est un problème de schizophrénie, c'est de la dépendance, c'est de l'itinérance, c'est de la souffrance. Alors, on essaie de déconstruire ces images-là et de montrer, là, vous avez 3 images ici, de montrer que la santé mentale, c'est l'arbre du milieu avec des feuilles vertes et qui peuvent être parfois l'arbre de gauche où on perd quelques feuilles parce que la vie n'est pas toujours égale, puis on a des moments où on est fragilisé. Et l'arbre de droite, c'est quand on a des troubles, des problèmes, des souffrances. Mais on essaie vraiment, c'est un défi dans à peu près toutes les entrevues médias que je fais. Je me fais toujours dire, Madame Ouimet, c'est difficile votre travail. Puis je dis non, on parle de ce qui nous aide à maintenir une bonne santé mentale.
Alors, comme vous savez, la santé mentale, c'est une composante essentielle de la santé et l'Organisation mondiale de la santé nous le dit, sans santé mentale, il n'y a pas de santé. Alors, ça a été un élément qui a été mis souvent de côté, qui était un élément à part dans notre société. Le mouvement, on a travaillé fort ensemble avec nos groupes à définir pour nous c'était quoi la santé mentale. C'est une définition qui vient de l'Organisation mondiale de la santé mêlée à la définition de l'Association canadienne pour la santé mentale mêlée à la nôtre. Alors, on dit que c'est un équilibre dynamique, d'où l'importance de dire dynamique parce que notre santé mentale n'est jamais égale, jamais pareille d'un moment à l'autre, d'une journée à l'autre, d'une période de notre vie à l'autre. Et c'est un équilibre dynamique entre les différentes sphères de notre vie. Elle nous permet d'agir, de réaliser. C'est normal quand on a des difficultés qui sont moins normales d'être vraiment fragilisé et d'apporter notre contribution à la communauté. Ce qui influence notre santé mentale, ça a beaucoup été abordé aujourd'hui et c'était vraiment intéressant comment je ne vais pas vous répéter tout ce qui a été dit, comment la biologie, notre histoire personnelle, l'histoire de notre communauté, notre environnement, le voisinage, les services publics, tout ce qui nous entoure a une influence sur notre santé mentale. Et là me venait la phrase, vous savez, le papillon, la phrase exacte, là, c'est un coup d'aile de papillon en Californie peut entraîner un tremblement de terre au Brésil. Alors, c'est pour montrer que tout geste de toute personne dans la communauté peut avoir un impact qui favorise la santé mentale ou qui peut la fragiliser aussi. Ici, je vous ai mis des éléments justement de protection de la santé mentale collective qui sont sortis dans le cadre de la COVID, COVID bien entouré ou mal confiné. On l'a dit ce matin, le niveau de dépression a augmenté, la confusion, la méfiance et la mésinformation nuisent à la santé. Et puis l'isolement et les pertes financières ont eu un impact. Ça a augmenté d'environ 50% le risque d'anxiété. Mais là, comme on est en promotion, je veux vous parler des facteurs de protection qui ont émergé. Entre autres, le fait d'avoir une confiance envers les autorités. Je sais qu'au Québec, la manière de fonctionner pendant les premières semaines de notre premier ministre a créé un sentiment de confiance dans la communauté qui est vraiment importante pour la santé mentale. Il y a une recherche qui est sortie à l'Université de Sherbrooke dernièrement qui parle du sentiment de cohérence. Que les gens qui sont dotés d'un sentiment de cohérence, ils sont 3 fois moins susceptibles de présenter un trouble d'anxiété généralisée. Le sentiment de cohérence, vous allez tout à fait comprendre quand je vais vous en donner la définition que vous connaissez peut-être déjà. C'est la faculté qui nous permet de comprendre un événement, d'y donner un sens et de trouver des solutions pour faire face. On a entendu, beaucoup d'entre vous ont sûrement entendu des gens pendant ce qu'on vit qui ont retrouvé un nouveau sens dans leur travail, une nouvelle manière de fonctionner, qui ont retrouvé une manière de vivre avec la famille, de créer des liens intimes, plus intimes avec leurs enfants, qui ont ralenti leur consommation, qui ont trouvé un sens à ce qu'ils vivaient. Et ça a aidé beaucoup de monde. Mais les gens qui ont été dans la souffrance sans trouver de sens sont beaucoup plus fragilisés et on sait qu'il y a des contextes sociaux qui ont fragilisé beaucoup de personnes. Et là, je vous amène dans le cadre de notre campagne annuelle de promotion de la santé mentale. On a une campagne qui aborde des facteurs de protection en santé mentale.
Et notre campagne de l'année passée, on parlait justement de agir, c'était notre thème, c'était agir pour donner du sens. C'est des mots simples qu'on a mis à des facteurs de protection pour que les gens s'approprient, comprennent c'est quoi le muscler notre santé mentale, qu'est-ce qui favorise notre santé mentale. On a souvent des mots sur ce qu'on peut faire pour notre santé physique, mais pas beaucoup pour notre santé mentale. Et là, dans le agir, on parle de 3 éléments: donner du sens, reconnaître ce qu'il y a de bon dans notre vie et savoir qu'on n'est jamais trop petit pour faire une différence. C'est ce qu'on appelle le sentiment de cohérence. Et c'est ce qu'on a vu qu'il y avait un impact vraiment positif sur notre santé mentale quand on arrive à porter le sentiment de cohérence. Je reviens à tantôt quand je disais que c'est tous ensemble qu'on crée la santé mentale. Vous allez voir, je vais vous revenir un peu plus loin sur qui on veut rejoindre avec la campagne annuelle. Alors, dans tous nos outils, on crée des outils dans le cadre de notre campagne. Plusieurs sont bilingues. On a des dépliants, des fiches d'animation, des vidéos, des webinaires. Et dans le agir, on parle de l'importance de donner du sens parce que ça donne une direction à notre vie. Le fait, comme on dit, on ne peut pas changer les événements, mais parfois on peut changer le sens qu'on y donne. Ce n'est pas toujours facile, on n'y arrive pas tout le temps, mais ça nous fournit une source de motivation, puis ça nous permet de sortir de l'impuissance et ça réduit la souffrance. Et reconnaître ce qu'il y a de bon, ça fait partie aussi de donner du sens, c'est être capable de voir dans une situation qu'est-ce qu'il y a de bon malgré tout. Et on sait que d'avoir de la reconnaissance pour ce qu'il y a de bon autour de nous, ça permet d'accroître notre sensation de bonheur. Ça diminue notre stress, ça améliore notre qualité de sommeil. Et on a eu une conférence donnée par une chercheure française qui a travaillé beaucoup la gratitude et qui a travaillé cette connaissance, ce besoin-là de reconnaître ce qu'il y a de bon dans notre vie. Puis je disais, mais est-ce que vous avez l'impression que ça peut nous abrutir un peu? Et ce qu'elle disait, c'est, vous savez, il y a beaucoup de grèves en France, beaucoup de manifestations. Et dans l'université où je suis, on a fait une recherche rapide et on a réalisé que les gens les plus impliqués socialement étaient les personnes qui avaient le plus de gratitude dans la vie par rapport à ce qu'il y a de bon autour d'eux. Donc, le fait d'avoir de la gratitude face à ce qui est bon autour de nous ne nous enlève pas notre sens critique social. Et puis, l'importance, le pouvoir d'agir, c'est fondamental de sortir de l'impuissance parce que l'impuissance, vous le savez, ça nous mine. Alors, le pouvoir d'agir, ça nous permet d'identifier les causes aux problèmes, d'aller chercher des ressources, d'avoir des buts, de transformer nos choix en décisions. C'est parfois aussi se faire montrer le chemin parce que des fois, on n'y arrive pas tout seul. On sait que la rivière est là, mais on a besoin de quelqu'un qui nous aide à déblayer le chemin pour s'y rendre. Alors, ça vous donne une idée de ce à quoi certains éléments de notre campagne sur les 7 astuces sur les facteurs de protection en santé mentale. C'est une campagne qu'on va avoir jusqu'en 2026 où on aborde un élément par année, un facteur de protection dans lequel il y en a plusieurs. Mais je vais revenir plus tard là, sur la campagne comme telle et sur notre campagne de cette année. Pour vous parler de la santé mentale positive, je voudrais juste vous parler brièvement de l'histoire de Thomas et Juliette. Je ne sais pas si vous avez tout un concept intégré de la santé mentale positive, mais je trouve que c'est un concept qui déstigmatise beaucoup les problèmes de santé mentale.
Alors, je vais vous parler de Thomas. Thomas, c'est un homme qui vit avec un diagnostic d'anxiété généralisée et pour y faire face, il a trouvé tout plein de stratégies dans sa vie. Ralentir le rythme, travailler de la maison, avec les enfants, aller prendre le temps d'avoir du temps avec ses enfants, donc travailler à 4 jours semaine. Et avec tout ça, il arrive à trouver son équilibre dans la vie. Et il y a un diagnostic, mais Thomas s'est quand même senti bien pendant la COVID parce qu'il avait déjà l'habitude d'être chez lui, de prendre le temps, de travailler à distance, de passer plus de temps avec ses enfants. Tandis que Juliette, qui, elle, n'avait pas aucun diagnostic de problème de santé mentale, s'est retrouvée avec une charge mentale énorme en étant chez elle, à devoir gérer l'école, les enfants, le travail, l'épicerie pour ses parents qui ont 70 ans et plus. Et elle a vu son sommeil qui a commencé à être affecté. Elle a commencé à avoir de la difficulté à gérer, elle a fait sa première crise d'anxiété. Elle a essayé de ne pas le montrer à ses enfants pour pas qu'eux vivent l'anxiété. Alors, on voit que, et là, c'est là-dessus que je vais vous montrer le concept de santé mentale positive. Dans le vert en haut, c'est le fait qu'on peut avoir un diagnostic ou pas de diagnostic et être en bonne santé mentale. Et en bas, dans le rouge, ça nous montre qu'on peut avoir un diagnostic ou pas de diagnostic et avoir des symptômes de problèmes de santé mentale. Alors, ça permet de voir qu'on ait un diagnostic ou pas, on peut être en bonne santé mentale et ça, c'est vraiment une approche qui est extrêmement déstigmatisante. Je ne sais pas pour vous, mais qui travaillez en promotion de la santé mentale, mais c'est un défi constant et de faire comprendre que la promotion, c'est vraiment travailler à accroître les capacités des individus et des collectivités. C'est pas travailler sur un problème. On n'est pas dans la prévention où on va essayer de réduire un problème, travailler avec une communauté qui est fragilisée. Et on s'est retrouvé au Québec dernièrement avec une politique en prévention en santé mentale et en santé en général qui est intéressante, mais qui a déconstruit la différence entre la promotion et la prévention en voulant mettre un titre qui facilite les choses. Ça nous empêche de nuancer ces notions-là qui, selon nous, sont vraiment extrêmement importantes parce que la promotion, c'est vraiment, vraiment, vraiment travailler à renforcer les capacités et les forces des collectivités. Qu'est-ce qui permet de muscler notre santé mentale? On a fait beaucoup d'interventions médiatiques cette année dans le cas de la COVID où on a présenté nos 7 astuces pour se recharger. Et je vous dirais que là, ça a été saisi l'importance de prendre du temps individuellement, collectivement et socialement pour favoriser notre bonne santé mentale. Alors, cette campagne-là, où on a fait une grande recherche sur les facteurs de protection en santé mentale et on les a mis sous 7 mots simples, et je vous dirais que ça a un effet assez fort et ça touche beaucoup. C'est un langage simple, la batterie elle parle à tout le monde et c'est clair. L'objectif de notre campagne annuelle, c'est de parler de santé mentale toute l'année, de sensibiliser la population. Et je sais qu'on parle beaucoup des jeunes dans ce colloque-ci. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde arrive à parler de bonne santé mentale et de ce qui la favorise dans la population et des facteurs de protection, les 7 astuces en santé mentale.
Et ce qu'on sait, c'est que la transmission, ça a été abordé ce matin, se fait beaucoup parce qu'on est comme personne, comme adulte, comme grands-parents, comme enseignant, comme intervenant, et dans tout ce qu'on intègre pour promouvoir la bonne santé mentale dans nos propres vies, dans nos relations avec nos collègues, nos relations avec notre environnement, dans comment on fonctionne dans notre société, ça a un impact important sur les jeunes, sur nos jeunes. Donc, le fait de s'approprier, nous, ce qu'on dit dans le cadre de notre campagne annuelle, on crée des outils pour les jeunes, pour les adultes, pour les aînés, pour les milieux de travail, parce que ce qu'on propose, c'est des facteurs de protection qui sont bons pour tout le monde, à la fois individuellement, collectivement et socialement. Et nos trois questions essentielles dans le cadre de notre campagne qu'on rappelle tout le temps, c'est moi, qu'est-ce que je peux faire pour favoriser ma santé mentale? Qu'est-ce que ma communauté peut faire et comment je peux contribuer à ma communauté? Et qu'est-ce que socialement on peut faire pour favoriser la bonne santé mentale de la population? C'est une campagne qui est portée par des milliers d'acteurs au Québec. Une fois qu'on a créé nos outils, la campagne ne nous appartient plus et on voit c'est la beauté de ce projet-là, c'est que on voit à la fois des municipalités. Je me rappelle un exemple dans une municipalité, ils ont décidé de faire un concours sur les 7 astuces l'année où on a lancé la campagne globale et dans les différents commerces de cette municipalité-là, il y avait mis des astuces et les gens, il fallait qu'ils trouvent les astuces dans la communauté puis ils pouvaient gagner des prix. On a vu des gens des municipalités, les élus se faire photographier avec les astuces. On a vu un chef d'une communauté autochtone se promener, faire maison par maison pour aller porter des outils. On a vu des concours initiés par des écoles de vidéo. Donc, la beauté de ce projet-là, de cette campagne-là, c'est que nous, on la lance, mais après ça, elle appartient à tout le monde qui veut se l'approprier et l'utiliser dans son milieu. Il y a des grandes entreprises du Québec qui nous commandent des outils, qui les diffusent à travers tous leurs bureaux à travers le Québec. On peut avoir des demandes de conférences, de webinaires. Bon, bref, c'est très, très, très varié. Et on remarque c'est ça, j'écrivais, un battement d'aile de papillon dans le Bas-Saint-Laurent peut provoquer un changement dans plusieurs régions du Québec. Comme des fois, on se rend compte qu'il y a des directions de santé publique qui soutiennent énormément la campagne, mais à un point tel qu'ils vont pouvoir en parler à d'autres directeurs de santé publique qui vont décider d'en faire la promotion à leur manière dans leur communauté. C'est une campagne annuelle qu'on va porter jusqu'en 2025, donc 2026, donc 9 ans pour adopter 7 astuces pour être bien dans sa tête. Et je ne sais pas qui d'entre vous connaît Sonia Lupien, qui est notre spécialiste du stress au Québec. Elle a fait une entrevue à la radio qui était vraiment intéressante où elle a parlé des facteurs de résilience. C'est un médecin américain qui a décidé, après la guerre du Vietnam, de faire des entrevues avec des soldats qui avaient été emprisonnés pendant 8 ans et qui sont sortis sans choc post-traumatique pour voir qu'est-ce qui avait favorisé leur bonne santé mentale. Et vous allez voir qu'il y a des liens vraiment importants entre ce qui a été trouvé par ce médecin-là, puis les 7 astuces dont on parle, 7 astuces qui peuvent être utilisées par les jeunes, par les adultes, comme je vous disais, les aînés. Alors, les facteurs parlaient de l'optimisme. Nous, on le retrouve dans l'astuce Agir et découvrir. Le sens de la moralité.
Hein, le fait d'être en lien vraiment avec ses valeurs profondes, on le trouve dans choisir et agir. La spiritualité, qui a un sens différent selon chaque personne. L'humour, le fait d'avoir un modèle, le soutien social, on le retrouve dans créer des liens. La capacité de faire face à sa peur, on le retrouve dans l'astuce ressentir. Le fait d'avoir une mission dans l'astuce agir, de parler, de garder la bonne forme physique dans se ressourcer. Et le fait de garder son cerveau occupé et de prendre des pauses de ce qui se passe. Je trouvais ça vraiment intéressant d'entendre ces 10 facteurs de résilience-là qui, dans le fond, quoi qu'on lise, on revient pas mal aux mêmes facteurs de résilience, mais c'est intéressant parce que plus souvent, on va vouloir étudier qu'est-ce qui fragilise les gens et là, c'était vraiment qu'est-ce qui rend plus fort ces personnes qui ont vécu des situations extrêmement difficiles. Alors, notre campagne, on parle de santé mentale toute l'année. Cette année, ça a été tout un défi parce qu'on lance notre campagne à l'occasion de la Semaine nationale de la santé mentale qui est initiée par l'Association canadienne pour la santé mentale. Et on a des projets, on a un projet jeunesse à l'automne, une fête des voisins au travail pour inviter les milieux de travail à créer un sentiment d'appartenance dans leur milieu, de développer des solidarités sociales. On a une journée à travers les collèges, le niveau collégial au Québec et on est partenaire du défi santé qui est un grand défi au Québec en promotion de la santé en général, mais avec un secteur promotion de la santé mentale. Je vous dirais que tantôt, je vous ai parlé de comment c'est une campagne qui est une transmission organique, je dirais. Vous savez, on change les choses, à la fois quand on est des élus, on peut changer des politiques, mais à la fois des milieux comme nous, on arrive à transformer des choses de manière organique en invitant les communautés à embarquer avec nous dans cette campagne. Et on fait ça sans jamais avoir une assurance d'avoir les budgets nécessaires pour faire cette campagne-là qui existe depuis... On a porté la Semaine de la santé mentale pendant de nombreuses années, puis maintenant, c'est une campagne annuelle, fait que ça fait plus de 30 ans qu'on crée des outils, qu'on fait cette information-là, qu'on reçoit des budgets non récurrents pour ça. Et on essaie de faire que, et c'est une pratique qui s'est intégrée dans je dirais, dans l'ADN de certaines personnes au Québec. Mais on a encore à aller toujours plus loin, à trouver toujours plus. Et ce qui fait que notre campagne a un impact, c'est tous les partenariats qu'on crée à travers le Québec qui, des fois, vont être des syndicats, des entreprises. Vous voyez là, on a des partenaires comme la Fédération des cégeps, Capsana, le groupe Entreprises en santé. On a des commanditaires, on a des ambassadeurs qui prennent nos outils puis en font la promotion sur leurs médias sociaux. Je vais vous montrer des chiffres tantôt. On a des relayeurs. Ça, c'est ceux qui prennent nos outils pour faire des activités dans leur communauté. On a des experts qui travaillent avec nous de divers milieux pour développer nos outils et on a tous les créateurs de la campagne qui travaillent avec nous. Alors, c'est un projet qui est très collectif et qui permet de rejoindre les milieux, des milieux scolaires, des milieux communautaires, milieux de travail, milieux de la santé, des groupes associatifs, des communautés autochtones, des instances municipales, la fonction publique. Et je vais vous parler un petit peu plus des projets qui s'inscrivent en cours d'année
dans le cadre de cette campagne-là. Cette année, notre thème, c'est ressentir. Vous avez vu, c'est une des 7 astuces. Ressentir, c'est recevoir un message et on s'est associé avec un auteur qui est un travailleur social, un slammer, un poète, David Goudreau, pour les personnes qui le connaissent, qui travaille avec nous et qui nous aide à faire la promotion de notre campagne. Et vous avez ici des outils, des fiches d'animation qu'on fait, des pliants. On a un tout petit outil qui est très sympathique, les 4 étapes pour ressentir. Et je vais vous dire à quel point le ressentir a été important cette année. On a pu, dans les médias ont accepté de parler des émotions cette année, ce qui n'est pas toujours gagnant parce que je ne sais pas si pour vous c'est la même chose. Quand on arrive avec notre campagne annuelle chaque année, on se fait souvent dire ils veulent que ça saigne, ils veulent des chiffres qui font mal. Parler juste de promotion de la santé mentale, de ce qui nous permet de créer la santé, ce n'est pas winner dans les médias. Donc, on est toujours obligé de sortir des chiffres qui parlent de la souffrance. Et là, on arrive à pouvoir être interpellé par les médias. Et cette année, on a parlé, dans le cas de la COVID, de l'importance de muscler notre santé mentale. Et ça a été... en tout, avec le lancement de la campagne et on avait sorti un petit communiqué sur muscler sa santé mentale en temps de pandémie. Je vous dirais qu'on a eu à peu près 150 articles, entrevues à travers des médias du Québec. On a trouvé que c'était une réussite assez exceptionnelle cette année. Alors, pourquoi l'astuce ressentir? Parce que beaucoup de recherches sur la résilience nous apprennent que le fait d'accepter nos émotions, de ne pas les refouler, de ne pas les voir comme un signe de faiblesse, permet un certain apaisement et une meilleure guérison. Et c'est tout un apprentissage dans une société où on a appris à camoufler nos émotions, à être fort, à faire semblant qu'on n'avait pas trop. Les jeunes apprennent beaucoup plus à l'école, entre autres, apprendre à mettre des mots sur leurs émotions. Les adultes, plusieurs sont en train de l'apprendre, mais pour plusieurs, c'est encore extrêmement difficile. Et je ne sais pas si vous avez essayé de mettre des mots sur vos émotions. On avait une phrase cette année qu'on a lancée dans nos médias sociaux, c'était « Aujourd'hui, je me sens, j'ai besoin de, alors je vais faire. » Et aujourd'hui, je me sens, puis quelle est mon émotion? Je vais vous dire que même si moi, je travaille dans le domaine depuis longtemps, je n'ai pas toujours le mot juste à mettre sur l'émotion. C'est vraiment, comme je disais, il y avait des journalistes qui disaient « Ah, c'est simple, parler des émotions. » Je disais « Non, c'est un peu comme apprendre à parler une nouvelle langue quand on ne l'a pas appris quand on était jeune. » Donc, on bafouille parfois, mais en même temps, de pouvoir nommer, de pouvoir partager, de pouvoir exprimer, de pouvoir écouter, de pouvoir entendre l'autre, c'est tous des éléments qui favorisent la bonne santé mentale. Je veux vous montrer un peu des retombées qu'on a eues avec le premier moment fort de notre campagne. On a eu plus de 20 000 dans les portées médiatiques. On n'est pas 20 millions. Le 20 millions est énorme, mais c'est si on regarde toutes nos publications médias et combien chaque publication a rejoint de personnes. Là, on parle ici juste de la portée du lancement de la campagne dans le cadre de la semaine. On ne parle pas de l'autre communiqué qu'on avait fait sur les 7 astuces.
Les pages visitées, on a eu, bon, vous voyez des chiffres, la portée de nos publications sur Facebook, 55 000, 22 000 pages visitées. La portée de nos ambassadeurs, qui est vraiment énorme. On est dans le 207 000 personnes rejointes. Alors, c'est comme vous voyez, c'est vraiment tous ensemble qu'on arrive à porter cette campagne. Et puis, si jamais vous voulez vous l'approprier, gênez-vous pas. Vous pouvez la retrouver sur notre site êtrebiendanssatête.ca. Tous les éléments, nos outils sont en ligne, sont partageables, diffusables. Si vous avez besoin de choses, vous nous appelez. On est tout à fait à l'aise à ce que ce soit partagé. Le deuxième, je ne devais pas changer le diaporama pour vous le présenter, mais écoutez, on lance un projet tellement beau cette semaine que j'ai rajouté 2 diapos que les personnes anglophones n'auront pas sur leur diaporama. Pour les jeunes, on a des fiches d'animation pour les personnes qui interviennent auprès des jeunes. On a un aide-mémoire sur les émotions, comment les prendre en considération. Et dès cette semaine, la semaine prochaine, on lance un projet d'écriture à travers le Québec pour les jeunes. Et pourquoi un projet d'écriture? Ben, vous allez voir, ça c'est le projet d'écriture pour les 12-25 ans. Le thème, c'est « Déconfine tes pensées ». C'est un projet d'écriture où les jeunes vont être invités à écrire sans aucune norme, c'est-à-dire ça peut être un mot à la suite de l'autre, les fautes ne sont pas prises en considération, la ponctuation non plus. On veut juste permettre aux jeunes de s'exprimer. Il y a eu une recherche qui avait été faite quand il y a eu l'ouragan Katrina en Louisiane et il avait fait un projet dans les écoles où il invitait les jeunes à écrire 15-20 minutes chaque semaine sur ce qu'ils avaient vécu comme situation. Et ils se sont rendus compte que ça améliorait la santé des jeunes, que ça les calmait, que ça réduisait l'anxiété. Et on s'est dit, ben, on va aller dans ce sens-là en invitant les milieux jeunesse à inviter les jeunes à écrire sur ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent encore dans le cadre de la pandémie, parce qu'on sait que beaucoup de jeunes ont été isolés. Puis vous pouvez aller voir sur notre site, il y a même une technique d'animation qui vient de chercheurs de McGill qui permettent aussi d'aller voir, pour les personnes qui n'ont pas de technique d'animation en écriture, qui permet d'aller voir c'est quoi les forces qu'on a pu développer, puis ça peut servir pour les adultes aussi, qu'on a pu développer dans le cadre de la COVID. Ça a été quoi les forces qu'on a développées? Prendre le temps de les nommer, après ça de voir qu'est-ce qu'on changerait dans une même situation et prendre le temps de partager son histoire avec d'autres jeunes, d'autres personnes. Et on va avoir des lectures publiques avec notre porte-parole 3 fois à l'automne qui vont être sur les médias sociaux. Puis les textes vont être pigés par groupe d'âge, donc il n'y a pas de prix gagnant pour les meilleurs. C'est tout le monde peut être lu. David Goudreau, notre porte-parole, a une capacité de lire tout texte et d'en faire une création assez exceptionnelle. Alors, ben, parce qu'écrire sur des sujets, sur des émotions, sur ce qu'on a vécu, ça a vraiment un impact positif sur notre santé. Et parce que les personnes qui parlent peu, ça leur permet aussi un outil d'expression. C'est un projet qui va être adapté selon les territoires, selon les régions. Je sais qu'il y a des régions qui vont porter le projet, qui vont vouloir faire éditer des textes. Alors, si jamais c'est un projet que vous souhaitez même prendre chez vous, bien, vous pouvez vous en inspirer sans problème. Un autre moment fort qu'on a pendant l'année, c'est la fête des voisins au travail qui est en novembre,
où on invite les milieux de travail à faire une fête, soit avec les gens qui connaissent le moins au travail, avec d'autres départements, avec des milieux. Nous, on fait une fête dans notre bâtisse où on est plusieurs milieux de travail et on fait une fête tout le monde ensemble. Ça permet de créer des alliances, de se parler entre nous, d'aller chercher de l'aide quand on a besoin. Ça favorise beaucoup le sentiment d'appartenance, la solidarité sociale. Et je vous dirais que cette année, et ça va être quelque chose d'encore plus important, puis on a adapté la fête à la situation, à la COVID. Il y a toujours des prix à gagner pour les milieux de travail qui font la fête. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une personne qui est heureuse au travail va revenir à la maison et va être en meilleure forme pour accompagner ses enfants. Donc, tout ça est interrelié. La santé mentale au travail va avoir un impact sur la famille va avoir un impact sur la santé mentale au travail. Donc, c'est important de travailler à la fois intervenir auprès des aînés, auprès des adultes, auprès des jeunes, parce que tout le monde s'inter-influence. Et quand on intègre les éléments qui protègent notre santé mentale à l'intérieur de nous, ben c'est fou comment on arrive à le transmettre. Il y a une de mes filles qui, pour ma fête, m'a écrit une carte, puis elle m'a dit merci de m'avoir permis d'être en contact avec mes émotions, mais j'ai fait ça pas en donnant des leçons, j'ai fait ça en l'écoutant, en nommant des choses. Alors, tout ce qu'on transmet, juste par l'exemple, c'est incroyable l'effet que ça peut avoir. Alors, vous pouvez aller sur notre site fêtedesvoisinsautravail.ca où vous pouvez utiliser ces outils-là, quel que soit que vous soyez n'importe où. Ça va nous faire plaisir de les partager. J'adore cette diapo et là, c'est de ça que je vous parlais, c'est que montrer l'exemple, puis ça a été abordé ce matin par les personnes intervenantes autochtones. Montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. Donc, on ne peut pas parler de promotion de la santé mentale si on ne l'intègre pas nous-mêmes dans notre propre vie, dans notre propre communauté, dans nos politiques, dans nos conditions de travail. Si on a des enseignants qui ont des conditions de travail difficiles, des conditions de travail où ils ne sont pas heureux au travail, c'est difficile de montrer aux jeunes d'être en lien avec leurs valeurs, avec le sens au travail. Donc, tout ça est interrelié et quand on dit que ça prend un village pour élever un enfant, ben oui, ça prend une communauté saine avec des facteurs de protection intégrés partout, à tous les niveaux, dans les politiques, dans les communautés, dans les sociétés, dans notre manière d'accueillir, d'accueillir les différences. D'où l'importance pour nous que la campagne soit partagée à tous les niveaux avec toutes les personnes, qu'on intègre ça de manière collective, je dirais, de muscler notre santé mentale. Ça, je vous en avais parlé, des millions de personnes rejointes. Promouvoir la santé mentale, c'est un défi quotidien, un défi qui est vraiment pas simple parce que ça saigne pas, c'est pas sexy et par contre, c'est une richesse collective. Ce matin, il y a une intervenante qui disait qu'$1 investi en promotion de la santé mentale chez les enfants permet d'économiser un 6$ en soins. On connaît ces chiffres-là, mais malheureusement, même en période de COVID, on a beaucoup plus parlé de maladies. On a rarement, oui, on en a parlé un peu de l'importance d'aller bouger dehors, de continuer à rester en lien, mais on n'a pas assez
aborder l'importance de promouvoir la santé mentale, d'investir de l'argent pour maintenir nos communautés en santé. Par contre, on est dans un pays exceptionnel qui a investi de l'argent pour soutenir les communautés, puis investir avec les personnes qui ont perdu leur emploi et chapeau à notre pays dans ce sens-là. Je trouve qu'on était assez exceptionnel. Mais ce qui est difficile, c'est que quand on va chercher des commanditaires pour faire notre campagne annuelle qui demande quand même un investissement annuel qui est peu comparativement à d'autres campagnes qui sont faites, mais qui est quand même un montant important pour nous. Aller chercher des commandites, c'est jamais quelque chose qui est acquis. Ça dure quelques années. Après ça, on répond peut-être plus à leurs priorités. Il y a des commanditaires qu'on ne veut pas avoir parce qu'on est en promotion de la santé mentale, fait qu'on fait le choix de ne pas avoir de compagnie pharmaceutique, on fait le choix de ne pas avoir de l'auto, on fait le choix d'avoir des compagnies, je dirais, le plus éthique possible, mais même à ça, on ne peut pas arriver à ça. Ce qui est difficile, c'est de ne pas avoir un État qui fait le choix de financer ce rituel-là qui est installé à travers le Québec, où les communautés se l'approprient, les milieux de la santé, plusieurs écoles, qu'on reste toujours avec des budgets minimes, mais avec une implication sociale qui est vraiment, vraiment énorme. Alors, c'est vraiment le fait de travailler ensemble qui permet d'irradier, je dirais, à travers le Québec. Et à chaque fois qu'on fait notre bilan annuel de cette campagne-là, vous pourrez aller le voir sur notre site. Je suis toujours fascinée des réseaux que cette campagne-là prend et comment elle s'infiltre dans la communauté et qu'elle devient un projet collectif. Et c'est la plus grande force de ce projet-là. Et puis, dans le contexte actuel, ce que je nous souhaite, c'est de l'amour et de la bienveillance. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. Aussi de l'argent pour les personnes qui en ont besoin, je trouve que nous, dans le milieu communautaire, on a été valorisés cette fois-ci. Plusieurs d'entre nous, on a eu des moyens, des salaires, mais il y a énormément de souffrance actuellement, de perte d'emploi et la solidarité sociale va être fondamentale. L'intervention auprès des jeunes, fait qu'on vous invite à utiliser notre campagne Ressentir cette année, parce que je pense qu'elle peut être utile à tous dans les écoles. Vous allez voir, il y a des outils en anglais aussi. Elle peut être utile dans les écoles, dans les milieux jeunesse, dans les milieux de travail, vous pouvez vous l'approprier, la transmettre, la mettre en vos mots. C'est vraiment un projet collectif et qu'on souhaite que ce soit un projet qui appartienne à tout le monde. Je vais vous laisser de la place pour des questions. Alors, on vous invite à devenir des relayeurs de cette campagne-là, de cette campagne annuelle. Une fois créée, elle vous appartient. On considère qu'elle appartient à tout le monde. La seule chose, on aimerait ça être informé si vous l'utilisez parce que ça nous fait plaisir de voir que notre travail fait du chemin. Vous pouvez aller voir tous nos outils sur êtrebiendanssatête.ca. Alors, je vous ai fait une présentation rapide de ce que je devais faire. J'ai fait ça rapidement pour pouvoir faire un peu un tour de ce que je devais vous présenter, mais je ne sais pas si vous avez des questions. Julia, est-ce que tu vois les questions, toi?